intelligent et il veut communiquer, il est frustré dans la relation avec son père qui ne déborde pas vraiment d'affection. Il arrive dans une époque avec une barbarie totale, il n'a pour s'exprimer que ses dessins et sa malice, puisque la malice de cet arnaque au niveau mort, elle est très paternelle, même s'il réfute les valeurs paternelles, n'empêche qu'il a cette astuce-là. D'où probablement le courroux paternel de ne pas voir son fils reprendre la suite de cet empire dont le fils préfère commenter la vie par des dessins. Bref, tous ces ingrédients faisaient que le livre me paraissait très intéressant à adapter. Et effectivement, l'adaptation s'est faite très vite. J'ai rencontré Pierre Lemaitre, on s'est vu Pierre Lemaitre et moi 2 fois, donc il n'a pas du tout été intrusif. Mais il faut savoir par rapport au lecteur du livre que s'il y a eu des frustrations, notamment par rapport à la fin, parce qu'effectivement j'ai changé la fin, pas mal de choses, mais dont la fin, ça a été validé par Pierre Lemaitre, qui a vu le film à plusieurs reprises et qui me parle encore, donc je prends ça comme un compliment. Voilà un petit peu la genèse du... Hop, on change de micro, voilà, 1, 2, 1, 2, voilà. Donc voilà la genèse un peu intellectuelle de ce projet. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, j'aurai l'air moins bête avec mon micro. Bon, le geek est inhibé. Bon. Ah, voilà. Bonsoir. Tout d'abord, merci parce que c'est absolument incroyable et en voulant moi-même devenir cinéaste, c'est, je trouve, une leçon de mise en scène notamment. Et du coup, je voulais surtout vous demander déjà combien le film avait coûté et ce que, enfin, notamment certaines. On se rend pas compte. C'est une mauvaise question, c'est une question triviale, ça faut pas. Mais je m'interrogeais sur notamment les idées de travelling que vous avez, notamment le premier avec le chien. Comment c'était possible de réaliser des choses pareilles en fait. Faut en avoir l'idée, voilà, c'est pas forcément plus compliqué. Alors, en fait, cette mise en scène, quelle est sa validité intellectuelle? Alors c'est intéressant comme question parce qu'effectivement il y a plein de façons de faire du cinéma. En France, on est encore sur le schéma vieux, vieillissant, et que personnellement je suis pas fan de la nouvelle vague, qui est un cinéma souvent naturaliste. Et moi, quand j'ai eu votre âge, 20 ans, il y a 30 ans, j'étais fan d'un certain cinéma que je retrouvais beaucoup chez Terry Gilliam, chez les frères Cohen, chez Verhoeven dans sa campagne américaine, Ilan Klimov, Komensi, etc., dans lesquels les gens racontent leurs histoires avec la caméra. La caméra est une grammaire, on s'en sert pas, mais moi j'ai toujours été sensible à ce type de cinéma. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas c'est mon goût. Or, je trouve que le livre de Pierre est une vraie fiction qui autorise la subjectivité. Et donc, qui dit subjectivité, il dit des points de vue imaginaires, des plongées, des contre-plongées, ce que j'ai toujours aimé faire, mais qui ressort encore plus dans ce film, parce que c'est l'adaptation d'un grand récit fictionnel. La fiction dans le récit, elle commence exactement au moment donné où la voix off dit « c'était Pradel qui avait tué Thierry Grisoni ». Voilà, là, ça commence, on rentre dans une subjectivité de récit, qui va être l'histoire de la petite histoire dans la grande histoire, la petite histoire de ces 3 personnages. Bref, les points de vue imaginaires m'ont toujours paru plus intéressants que les points de vue naturalistes. Ça se discute, hein, c'est une question de goût. Voilà, je l'assume complètement, mais on peut tout à fait le réprouver. Et puis des choses naturalistes ont été faites de façon magnifique. Je suis un grand fan de Ken Loach. Et Ken Loach, il ose faire ce que je n'ose pas faire, il ose la simplicité. Voilà. Mais dans les récits de Ken Loach, elle est cohérente, sa simplicité. Dans ce livre-là, elle aurait été moins cohérente. Ça aurait été presque du gâchis par rapport à toute la proposition que le livre faisait. Alors après, techniquement, c'est des drones, c'est des stab one, c'est du steadicam, c'est des plans qui sont soigneusement préparés. Avec bien sûr l'équipe très proche avec laquelle je travaille le plus, c'est surtout les gens du cadre, les machinots et les cadreurs, c'est 2 personnes très importantes pour moi, c'est les premières personnes que je contacte, c'est avec eux que j'attends la contradiction sur le découpage, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu de la triche parce que les effets spéciaux, le numérique autorise des plans séquences invraisemblables, on voit quasiment plus les coupes. Si vous voulez voir des vrais grands films avec des vrais plans séquences, il y a La Soif du Mal d'Orson Welles, il y a The Player de Robert Altman. Il y a même un film qui nous a beaucoup inspiré, on a beaucoup regardé, c'est Wings de William Wellman. Il y a des plans magnifiques, alors c'était fait en 1927, c'est un film muet sur la Première Guerre mondiale, forcément chaque année beaucoup d'attention. Bref, c'est un parti pris de mise en scène, assumé, et aujourd'hui facilité par le numérique. Alors pour reprendre cet exemple, le problème de ce plan d'ouverture du film est venu en fait du chien. Parce qu'on avait un chien qui était prévu depuis très longtemps, j'ai fait répéter avec le drone tout près de lui, etc. Il y a 10 jours du tournage, le chien sentait plus son rôle, il n'est pas venu. Voilà. C'est authentique. Alors donc on a trouvé Rocky, vous avez vu Rocky à l'image, on a trouvé Rocky est arrivé à 10 jours du tournage, tout frais, et Rocky, à 10 jours de la scène, en tout cas, on utilisait Rocky assis, et Rocky ça ne s'aidait pas quand même, donc il faut savoir qu'on partait de très loin. Et pendant 10 jours, j'étais pas là, je faisais bien évidemment, je continuais le tournage du film, et pendant 10 jours, le dresseur a habitué Rocky et au drone et au parcours. Et coup de chance, vraiment coup de chance, à la 3e prise, on avait enfin ce qu'on voulait, à savoir un parcours avec le drone, et on faisait une coupe dans la plaque de tôle. Voilà, c'est évident que dès qu'on voit plus ce qui se passe, c'est qu'il y a une coupe qui va être faite. Et après, on a récupéré Rocky, et puis on prend une autre caméra qui est un stab one. Et là, c'est le machinot auquel je tiens beaucoup, c'est François Comparo, avec qui je fais tous mes films. Et c'est lui qui a orchestré, bien sûr, sous ma demande, mais ce stab one, c'est une sorte de variante du steadicammer, pour faire simple. Et on reprenait le chemin de Rocky, on allait jusqu'au protagoniste, Albert Edouard, et le plan, en fait, c'est qu'on se continuait plus loin, mais en fait, finissait sur Pradel, ce qui faisait apparaître Pradel comme le personnage central de l'histoire, ce qui n'était pas le propos. Donc j'ai dû raccourcir mon fabuleux plan séquence. Voilà. Il y en a plein dans le film, et encore une fois, c'est la même technique en général qui est appliquée. Quoi. Voilà. Bon, je suis un peu sur la parler quand même. Si vous voulez qu'on communique par SMS, hein, vous le dites. Hein,
Bonsoir, bravo, c'était vraiment très bien. Pour aller dans le sens de mon camarade sur la mise en scène, moi j'ai l'impression qu'au fil de votre carrière, vous imposez des challenges. J'ai l'impression que chacun de vos films est presque mieux mis en scène que le précédent, ou de manière en tout cas plus complexe. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez en tête. Est-ce que pour vous, quand vous faites un nouveau film, il faut que ce soit encore plus poussé en termes de boulot que le précédent? Non, c'est pas une compétition. La compétition avec soi, avec les autres, elle est ridicule. Il y a une phrase de Laborie qui dit « L'intelligence se fout de la compétition ». Je trouve ça très vrai. Donc j'essaie d'être intelligent. Le film appelle, à mon sens, c'est ce que je viens de dire, le film appelle cette mise en scène emphatique, lyrique, sensuelle. J'aime beaucoup l'image. Donc forcément, j'avais les moyens de faire de l'image et j'avais un récit qui s'y prêtait. Après, je cherche juste à être juste, voilà, juste être juste. Quand on raconte des fantaisies de Bernie à 9 mois, Bernie, c'est un film qui a été fait avec 1,5 million d'euros, donc 10 fois moins que ce budget-là. Mais ça doit être fait comme ça. C'est un film qui doit être fait, même dans son essence même, qui doit être fait avec très peu d'argent. J'aurais préféré en avoir plus, je ne vous le cache pas. Mais ça a été fait dans ce sens-là. Mais la mise en scène, elle est déjà très présente. L'envie d'image, elle est déjà très présente. Souvent, cette envie d'image, elle est là pour combler des lacunes d'auteur. Moi, je considère que je suis un auteur assez confus, assez redondant. Par contre, la caméra permet des fois d'agrandir un petit peu le propos. Le fait de jouer aussi permet d'agrandir le propos. Donc, il y a cette envie d'image, et tout d'un coup, je tombe sur un récit qui autorise cette image, avec une économie, un budget qui autorise cette façon de filmer. Donc, j'en profite. Le prochain film est un film beaucoup plus modeste en termes de production, mais qui racontera des choses qui me tiennent à cœur aussi. Donc, je retrouve peut-être dans un schéma narratif, enfin de grammaire, c'est beaucoup plus sobre. Honnêtement, je ne me pose pas de challenge ou pas. Là, c'est clair. Même nous, on a été surpris que le travail de l'image, par exemple, c'est une colorisation plus qu'un étalonnage, c'est qu'on a désaturé toutes les couleurs pour les recoloriser en fonction des couleurs qui étaient au cadre. Ce travail-là, les mouvements de caméra et tout le livre appelait cette mise en scène-là. C'est pour ça que j'ai poussé les curseurs plus loin, parce que vraiment j'étais appelé par rapport à ça. Là, je prépare un nouveau film qui est un film contemporain. Si je refais ce travail d'image, ça sera une aberration. On le verra, on ne l'appréciera pas, on verra le travail. Vous comprenez la nuance. Donc il faut que je sois prudent avec ça. Il y a un vrai plaisir à filmer. Dans le prochain, je commence à entrevoir ce que ça pourrait être, avec des éclairages sodium, beaucoup de choses la nuit, etc. Mais c'est un désir beaucoup plus qu'une compétition, disons, faisons encore mieux. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est pas une histoire à moi. Par contre, j'ai été très sensible, j'étais incapable de l'écrire cette histoire, par contre je pouvais tout à fait recevoir les émotions. Donc ça permettait d'être un petit peu moins frontal et de quitter un peu mes névroses personnelles. C'est ça l'intérêt de ce livre. Voilà. Je remercie Pierre Lemaitre, c'est grâce à lui. Voilà. Bon. Ah, vous avez été battu, il y en a un dans le fond. Bonsoir. Bonsoir. Pour rebondir par rapport à ce qu'a dit la personne avant moi, c'est vrai que ça change un peu de vos précédents films, puisque bon, c'est vrai que vos premiers films c'était plutôt des comédies assez acides, on pourrait dire satiriques, et là il y a beaucoup plus d'intensité dramatique en fait, enfin je l'ai ressenti personnellement comme ça, mais que par rapport aux anciens films c'était voulu, c'était inconscient, c'était... Mais quand vous parlez de comédie, Bernie, est-ce que Bernie est vraiment une comédie? Je nuance quand même, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom, oui, qui se raconte... Oui. Après, moi, le seul classique que je considère comme un classique au cinéma, c'est Chaplin. L'histoire de Chaplin, elles sont pas drôles, vraiment pas drôles. Après, quand il les traite, je ne me compare pas à Chaplin, hein, pas du tout. Hein, mais simplement pour vous expliquer, c'est comme Molière ou Shakespeare. Voilà, Chaplin, il faut des histoires tristes, émouvantes, souvent dramatiques, et après il les traite de façon distrayante, avec le génie qu'elle tient. Sans bien évidemment me référer ou me copier à Chaplin, je raconte toujours des histoires tristes. Moi, quand je fais Bernie, je suis fan de Ken Loach, je vois tous ses films et tout. Donc je raconte une histoire triste, ayant grandi en banlieue sans avoir subi les affres. Hein, j'étais fils de bonne famille, mais je connaissais cet univers-là. Je veux le raconter. Après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le raconte façon Ken Loach, ou est-ce qu'au contraire, je me dis, je vais être distrayant parce que j'en ai envie. J'ai envie de... Voilà, burlesque, etc. Donc c'est plus des drames rigolos que des comédies. La comédie, c'est un genre répertorié comme tel, qui est souvent un genre commercial. C'est tout à fait légitime. Hein, c'est tout à fait légitime de vouloir faire rire les gens. Mais moi, c'est un peu plus pervers. C'est d'abord une démangeaison intérieure que j'essaye après de pervertir, de mettre un nez rouge, qui vraiment, des fois, il est un peu sanglant, ce nez rouge, mais c'est juste ça. Donc là, il y a un curseur qui est plus dans le drame à cause du livre de Pierre, dans lequel d'ailleurs j'étais très à l'aise. L'adaptation, je l'ai fait en 3 semaines, la première adaptation. Donc ça a été très rapide. En général, mes petits films, je mets 18 mois à les écrire. Pour écrire d'ailleurs toujours la même chose. Hein. Donc, et là, dans ce livre, c'était effectivement, les séquences dramatiques ne me faisaient pas peur parce que c'était pas les miennes. Alors peut-être que ça rejaillira sur le prochain film. Là, j'écris une histoire très triste, que j'espère qu'il va être drôle, mais c'est vraiment une histoire triste. Peut-être qu'effectivement, il y aura plus d'audace dans le tempo dramatique, ça sera les conséquences de ce film. Mais au départ, le livre m'a vraiment servi de support. C'est un alibi intellectuel, ce livre. Voilà. Donc ça se reproduira peut-être. Ok. Et, je peux poser une autre question? Allons-y, allons-y. J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est conscient encore une fois, mais vous avez fait, j'ai l'impression, pas mal de références à des serials des années du cinéma muet. Par exemple, le fait qu'il y ait le masque à un moment donné du jeune artiste, un peu qui ressemble
à Fantomas, ou le masque aussi qui ressemble à celui de Judex. Est-ce que c'était un petit clin d'œil que vous vouliez faire par rapport aux années folles ou... Judex, c'est inconscient s'il n'y a pas de référence directe, mais les références, il y a 100 ans, évidemment, il y a Buster Keaton, il y a carrément le costume de Buster Keaton. La petite gamine a été casting, et Louise Balster, qui a fait Louise, elle a été recherchée en fonction de la référence, c'était Jackie Coogan, le jeune acteur de The Kid. Il y a une référence au Lumière de la Ville, quand Maillard drague Pauline, il y a les fleurs, il y a la grille en fer forgé, il y a les fleurs blanches, c'est une référence directe au Lumière de la Ville. Voilà, il y a des références, et puis pareil, comme on considère qu'Édouard Péricourt est un génie potentiel, un génie en devenir, il est au courant de tout ce qui se passe à ce moment-là, du dadaïsme au surréalisme, au post-pointillisme, que sais-je. Donc on piochait dans un réservoir avec la sculptrice des masses Cécile Kretschmar, elle est allée chercher toutes les références de l'époque. Effectivement, Fantomas, c'était le héros des feuilletons de l'époque, c'était le bon moment quand les catalogues arrivent de lui mettre un masque satirique. Il y a également la pissotière de Duchamp, il y a le baiser de Brancusi, les références elles sont multiples, l'époque était extraordinairement riche en création. Donc bien évidemment, Édouard Péricourt est au courant de tout ça, et la sculptrice est allée chercher des choses en référence. Ce qui n'est pas le cas dans le livre. Dans le livre, Édouard se fait des masques pour simplement cacher sa plaie. Alors c'est plus ou moins droit. Par contre là, dans le film, comme c'est vraiment mon héros romanesque, c'est vraiment le personnage qui me fascine le plus, il y a des références absolues, il est très doué, et il sort des masques extrêmement jolis avec très peu de moyens. On va dire c'est la licence poétique du film. Voilà, donc tout ça c'est tout à fait assumé, sauf Judex, que j'ai vu, mais il n'y a pas de référence directe par rapport à lui, ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Vas-y, je pose la question à votre. Je voulais déjà vous remercier parce que c'était un film très riche en émotions et dans lequel j'ai retrouvé la sensibilité et la justesse du livre. Donc merci pour ça. Je voulais savoir si l'ensemble des acteurs et des figurants avaient lu le livre et si vous leur aviez demandé. Et si ce n'était pas le cas, est-ce que c'était préférable pour vous que certains personnages clés découvrent le script et interprètent leur propre rôle? Alors la question, est-ce que les acteurs avaient lu le livre? Alors je vais faire un petit break sur le casting. Ça permettrait de rebondir. Donc pratiquement personne n'avait lu le livre, sauf Laurent Lafitte. Alors Laurent était très intéressé par l'aventure. Moi je lui avais dit, écoute, il n'y a qu'un rôle pour toi, c'est Pradel. Alors non seulement il était d'accord, mais en plus ça lui plaisait. Donc j'aurais dû me méfier. Et la réussite de Laurent dans ce rôle, c'est qu'il jubilait de faire ce Pradel. Alors il y a eu beaucoup de trouvailles monstrueuses. Le léchage de larmes de Mélanie Thierry, c'est quelque chose qui n'était pas écrit. Il fait ce geste comme ça spontanément dans l'inspiration de son bonhomme. Alors le soir, je lui dis par SMS, formidable cette trouvaille. Il me répond, dans la vie, je ne suis pas comme ça. Bon. C'était largement aussi menteur que Pradel. Il y avait un autre exemple, il s'amusait beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais que Laurent, le personnage en tout cas qui interpréterait Pradel, s'amuse. Il n'y ait pas de jugement moral. Laurent n'avait aucun jugement moral, comme beaucoup de grands acteurs sur son personnage. Donc il s'amusait. Quand Titus est officiellement, c'est une scène qu'on a tournée à la fin du tournage, c'est l'ouverture de la bataille. Je lui avais dit, je n'étais pas sûr de garder cette scène, parce que Pradel va être très radical dans le film, j'ai cité, bref. Il me dit, en sortant de la tranchée, voilà, non, surtout pas, je tiens absolument à tuer un Allemand. Voilà, donc, il s'amusait beaucoup, c'est exactement ce que je voulais. Pour Marcel Péricourt, c'était une évidence que c'était Nils Astrup, il était naturellement Marcel Péricourt. Par contre, la trouvaille géniale de Pierre Lemaitre, c'est d'avoir créé un remords chez ce personnage. Souvent on dit les hommes d'affaires maîtrisent leurs émotions. Moi j'ai un doute, je crois qu'ils n'en ont pas. Donc forcément, ça les rend très compétitifs affectivement et socialement. Bref, et donc le génie de Pierre, c'est d'avoir créé du remords chez ce personnage. Alors, ce remords, on l'a sublimé entre guillemets avec la musique de Christophe Julien. Il voit les photos de son fils, on s'amusait beaucoup par rapport à ça. Voilà. Et donc Nils, parfait dans cette partition-là. Par contre, moi j'étais sûr de la sensibilité très très poussée de Nils, qui se cache un peu sous un personnage comme ça, un peu austère, et j'attendais beaucoup sur la scène finale, la scène de la terrasse, qui n'est pas dans le livre, c'est une vraie proposition que j'ai faite. Et effectivement, là il m'a simplement dit, Nils, ça on ne le répétera pas, parce que je répète beaucoup avec mes acteurs, cette scène on ne l'a pas répétée. Et le jour au titre de la terrasse, il a fait 2 prises, il était complètement vidé, et il y a eu un entrebâillement comme ça mental très fort de la part de Nils, c'était presque gênant de le voir s'effondrer, et voilà, la caméra a tout attrapé. Donc ça c'était une bonne pioche aussi par rapport à ça, mais ça c'était sa propriété, elle est venue à son rythme à lui, à sa façon à lui. Donc ça c'était le deuxième aspect. Alors en face, vous avez la révélation, pas seulement de ce film, mais également de 120 battements par minute, c'est Nabel Pérez-Biscayar, donc un acteur inconnu, que j'ai trouvé par casting. À un moment donné, je commençais vraiment à douter de la faisabilité d'Édouard Péricourt. Tout ce que je voyais ne marchait pas. Et puis Nabel est arrivé, voilà, ce jeune acteur argentin, il ne sait pas du tout, il ne connaissait rien de la culture française, il ne sait même pas qui j'étais. C'est vous dire, c'était grave quand même. Et puis il est arrivé décontracté, ses yeux bleus, ses mini ironiques, sa façon de bouger, il bougeait extrêmement bien. Donc tout de suite, j'ai senti que j'avais un client. On a beaucoup travaillé ce jour-là, j'ai fait faire des essais de danse aussi, de la musique, ça. Lui, par contre, je lui donnais le scénario, parce que je voulais, le livre, il s'en fichait, mais je voulais qu'il lise le scénario. Il comprenait un petit peu plus ce qu'on attendait de lui. Bref, et on s'est revu plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite, et au bout d'un moment, on dit, ok, on va le faire ensemble. C'était vraiment une bonne trouvaille, c'est un acteur qui est extrêmement pro, en dépit de son jeune âge, il est très rigoureux, très travailleur,
très concentré, beaucoup d'écoute. Et arrivé, son jeu, c'était sa gestuelle et ses yeux, c'est plus que ça. Donc il s'en sortait remarquablement bien. En plus, il a étendu sa sociabilité à la petite fille, Louise Balster, et leur amusement tous les deux était très intéressant, parce que j'ai pu capter, j'ai pu surprendre la gamine de temps en temps grâce à Noël qui l'amenait dans le champ de la caméra avec des gestes spontanés très forts. Bref, c'était une perle ce jeune acteur. Après, il y avait alors Maillard, donc c'était pas supposé être moi, c'était un autre acteur qui devait le faire le rôle, et puis à 2 mois du tournage, malheureusement, c'était pas possible, il était surmené, etc. Donc c'était une vraie panique, c'était le seul bémol en fait de cette aventure. J'ai pas prévu du tout de jouer le rôle, et c'était fatigant, notamment les scènes de bataille et tout ça. Franchement, j'étais excité. Bon, ça c'était le bémol. Alors après, j'étais pas prêt vraiment à faire ce Maillard. J'avais un peu peur de mon aspect névrotique, qui paraît-il existe même quand je dors. Donc, après certaines confidences. Donc en fait, si vous voulez, la seule façon de m'en sortir, c'est un grand classique, c'est de regarder, d'écouter les autres, ce qui est une façon de s'oublier, c'est comme dans la vie. Et là, j'avais tellement d'enthousiasme de la part des autres acteurs qu'effectivement, je me suis calé sur le regard de Navel, sur la morgue de Laurent, sur la froideur de Nice. Je les écoutais, je les regardais, et la caméra, elle aime bien quand on s'oublie. Donc petit à petit, Maillard a commencé à naître, mais c'était vraiment un truc assez fiévreux et pas du tout confortable. Et puis il y avait les filles. Alors les filles, c'est vrai qu'elles n'ont pas un rôle énorme dans le film, mais je tenais beaucoup Émilie Dequesne. Je la tenais elle parce que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de grâce et de douceur, et je la tenais spécifiquement pour la scène Madeleine Pradel. Voilà, donc je cherchais un truc précis, et dès les répétitions, elle a imposé cette façon très douce de dire à Pradel, va-t'en. Et c'était absolument parfait. Et puis il y avait Mélanie qui est venue gentiment faire ce petit grand rôle. J'aime beaucoup cette actrice, et le seul incohérence, c'est qu'elle tombe amoureuse de Maillard, mais ça, bon, on va dire que c'est du cinéma. Voilà. Donc pratiquement aucun acteur n'avait lu. Je les ai encouragés à ne pas lire, parce qu'on crée des fantômes, et par rapport au scénario, bah, ça colle pas forcément. Il n'y avait que Laurent qui avait lu en fait. Nice ne l'a jamais lu, même encore aujourd'hui, je crois qu'il n'a jamais lu le livre. Émilie n'avait pas lu non plus. Non, je crois que pratiquement chacun s'était tenu à distance du récit, ce qui n'était pas plus mal finalement, parce que c'était le scénario qui était intéressant, pas forcément le fantôme que le livre pouvait créer. Voilà, vous savez tout. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film, comme tout le monde, je pense que j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai une question, vous avez parlé du fait que vous aviez désaturé les images pour les recoloriser en post-production. Je voulais savoir, est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est en tournant le film que les images vous ont pas plu et vous avez trouvé ce moyen de tourner ou... Alors c'était prévu de longue date, on voulait faire un procédé qui a été inventé par les frères Lumière qui s'appelle la trichromie. Également connu sous le nom des autochromes, ce qui veut donc dire qu'il y a 100 ans, des images couleurs existaient. Sauf que la pellicule couleur n'existait pas. Par contre, ils arrivaient dans les chambres noires à coloriser les négatifs avec une technique à base de féculents de pommes de terre, j'en sais pas plus. Bref, subsistent de cette époque des images couleurs qui forcément nous ont beaucoup inspirés. Il y a d'ailleurs une exposition à Boulogne, l'exposition Albert Kahn, les autochromes d'Albert Kahn, il a fait ça dans le monde entier. Et ces photos, vraiment, je voulais retrouver le plus possible, me rapprocher le plus possible de cette texture d'image. Donc on n'y est pas vraiment arrivé, c'est assez difficile. Mais j'ai débauché un coloriste des séries documentaires Apocalypse, Première Guerre mondiale, qui avait recolorisé Apocalypse. J'ai débauché ce coloriste-là, qui s'appelle Lionel Kopp. Et dès le départ, avant le tournage, il était prévu, bien sûr, de mettre des éléments dans le décor pour aider la colorisation. Si vous mettez du blanc, du noir et de la crème, il m'a dit, je suis foutu, j'ai plus rien. Donc c'est pas innocent. Si Edouard, des fois, un gilet jaune et un foulard rouge, c'est pas innocent si les briques rouges sont très fortes dans la cour, c'est pas innocent s'il y a un mur bleu dans le taudis, etc. etc. C'était important qu'il y ait des touches de couleurs, souvent des couleurs primaires. Moi, je préfère les couleurs chaudes, mais de temps en temps, il y a besoin aussi d'un peu de bleu. Et ces couleurs nous servaient à recoloriser les peaux d'Albert, les peaux d'Héloïse, enfin les peaux de Louise, et même le bout de peau qu'on pouvait voir de Navel. C'était très important. Et les quelques fois, on était battus. À l'hôpital, c'était difficile, d'où l'intérêt de reprendre tout en vrai. La peinture verte est là parce que tout était blanc. Et ça, la colorisation ne marche plus par rapport à ça. Après, ce qu'on a complété en post-production, c'est l'obtention du grain. On a tourné en numérique, mais on peut quasiment tout faire. Ce film est un énorme mensonge de 2 heures, ne l'oublions pas. Et donc on a mis du grain. La bataille, c'est un grain de 1000 ASA Kodak. Et après, je suis passé à l'infirmerie, je suis passé à 500 ASA pour avoir du grain. Je voulais mettre du 1000 ASA partout, mais c'était trop brillant. Quand l'image était filée, ça crépitait de partout. Donc la bataille, ça passait, mais pas sur la suite. Donc on a le sentiment d'un film argentique un peu passé, avec une définition qui est cassée et qui a permis beaucoup aux effets spéciaux, aux VFX de s'exprimer, parce qu'il y a un plan sur 4 qui est truqué dans le film. Ce que vous avez vu, par exemple, la scène finale au Maroc, ça a été tourné sur le parking du studio. C'est pour vous dire que je pourrais vous raconter les difficultés de tournage et tout, mais non, en fait, on avait un banc de sable et tout, donc c'était prévu dans la fabrication de ce film que les VFX ont un rôle très important. Ils ont passé presque 1 an au Québec à faire ça. J'avais un superviseur qui s'appelle Cédric Fayol, avec qui je travaille depuis longtemps, mais qui a vraiment fait un boulot d'exception. Et ce traitement d'image nous a permis de camoufler encore plus les effets spéciaux. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. J'ai trouvé votre fin vraiment très belle, mais je me suis demandé pourquoi est-ce que vous aviez changé. Pardon, je sais pas. J'ai beaucoup aimé la fin que vous avez inventée, mais pourquoi est-ce que vous avez changé la fin ? Vous avez lu le livre ? Oui. Bon, alors, ceux qui n'ont pas lu le livre, qui veulent le lire, bouchez-vous les oreilles, je vais spoiler la fin du livre.
personne ne veut de Pierre Lemaitre, je vais lui dire, ça va lui faire plaisir. Dans le livre, le père écrase le fils avec sa voiture, Maillard disparaît en Afrique et Pradel meurt, suicidé dans les années 60. Voilà. Alors c'est une fin dont Pierre m'expliquait les tenants, c'est qu'il ne voulait pas faire un roman de gare, il voulait faire une fin noire ouverte, parfaitement compréhensible et totalement légitime. Franchement, au cinéma, moi, j'aurais été frustré. Voilà, j'aurais été frustré. Je voulais vraiment que père et fils se rencontrent. Puis là, je retombais sur un de mes thèmes favoris, la famille, etc. Je voulais que Maillard s'en sorte un peu, d'où cette rencontre avec Pradel. Et puis, je voulais qu'il y ait une fin un peu plus positive, d'où ce dernier twist avec le commandant Thérieux, qui est comme par hasard, et le père du jeune Thérieux. Voilà. C'est délibéré, c'est assumé. S'il y en a qui ont été frustrés par rapport au livre, je m'en excuse. Sachez simplement que ça a été validé par Pierre Lemaitre, qui comprenait mes intentions, et puis encore une fois, qui m'a vraiment laissé faire sur le livre. Le père qui écrase le fils avec sa voiture, à l'image, c'était presque un coup affilé dans un grand éclat de rire. Et c'était pas vraiment ce que je cherchais, quoi. Donc voilà, c'est un choix, c'est assumé, c'est une frustration de ma part, et voilà, c'est tout. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu stressé. Infirmier. Non, je vais pas vous poser une question, parce que je sais pas si vous allez en parler dans les bonus DVD, mais j'aimerais bien que vous me parliez des masques, et comme je sais que vous pouvez partir très loin, du coup, voilà, Les masques, c'est Cécile Kretschmar donc, qui a fait ça. C'est une sculptrice de masques depuis plusieurs décennies. Elle n'est pas très vieille, mais enfin, comme elle fait ça depuis très longtemps, elle fait des masques dans les opéras d'Europe, à Vienne par exemple, etc. Bref, je donne le scénario et je lui explique ce qu'on veut. L'idée, c'était de décrire à chaque fois les étapes psychologiques d'Édouard tout au long du récit. Voilà. Donc, elle a fourni une documentation extrêmement aboutie sur ce qui se passe à l'époque. Ça peut être des références aussi de la tragédie grecque que des masques vénitiens pour l'ouverture. Mais après, il y a beaucoup de références même au graphisme de l'époque. Et on est allé chercher, effectivement, dans Fantomas, etc., tout ce qui pouvait exister. Par exemple, le tout début, c'est un masque vénitien. L'idée, c'est Édouard veut retrouver un visage humain. C'est tout. Donc, elle me propose des masques. Il y a un masque vénitien, tout beau, tout propre, c'est parfait, c'est son premier masque. Après, il est très triste parce qu'il ne s'entend pas avec Albert. Donc, le masque tragédie grecque qui arrive, avec ce sourire inversé, qui a l'air tout bête, c'est une idée dont j'étais très fier, sauf que c'est très compliqué à faire en fait. Donc, elle m'en voulait parce que c'était compliqué à faire, même des fois, elle a dû reprendre en numérique. Bref, et après, ainsi de suite, on décline comme ça toutes les étapes. Quand il peint sa sœur, il reprend son visage naturel. Parce que pour peindre sa sœur, pour lui, c'est important que ce soit Édouard Péricourt qui peigne sa sœur. Vous comprenez la gamberge qu'on a faite. Évidemment, les masques, c'est un champ esthétique et c'est un champ émotionnel très fort. Et je trouve que des fois, il est plus expressif que s'il était visage nu. Quand il a cette tête de lion avec les billets de banque et quand il lui dit j'ai été voir ta sœur, enfin, il y a un regard coupable. Nabel en plus s'en sort très très bien avec les masques. Donc voilà, c'était l'idée, c'est une sorte de comédie dell'arte inventée pour le film et qui est cohérente par rapport au récit. Encore une fois, c'est le livre qui a créé ça. Mais dans le livre, les masques étaient beaucoup plus sommaires. Là, Cécile Kretschmar, avec ses idées et puis mes intentions, a décliné toute une gamme à la fois esthétique sur ce qui se passe à l'époque et toute une gamme d'émotions d'Édouard Péricourt. C'était vraiment un des meilleurs dossiers de film. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Et le point culminant, c'est cette tête de pan à la fin du film, qui est quelque part annonciateur de ce qui va se passer, mais ça on n'est pas censé le savoir. Il y a une mort lente qui est prévue avec la drogue, et puis tout d'un coup il y a le père qui arrive et qui lui dit les seuls mots que finalement attendait, c'est je t'aime, merci, c'est super, je peux partir. Voilà, c'était l'idée psychologique basique. Mais tout au long du récit d'Édouard, l'idée c'était dans quel état il est et comment il est, et donc j'ai trouvé avec Cécile Kretschmar une sculptrice absolument parfaite. Voilà. Une toute dernière question, oui, parce oui. qu'on va devoir... On a pris en otage le micro, c'est pour ça. Bonsoir. En fait, je voulais savoir, compte tenu de... Alors, je trouve que le film a une énorme direction artistique, et je trouve qu'il est, comparé à vos anciens films, là, il est plus basé sur la machinerie que sur le montage. Je voulais savoir si vous aviez envisagé de le faire en animation. Non, un moment. Surtout pas. Non, machinerie et montage, j'ai passé un an de montage comme le montage. Oui, non, mais je veux dire par là que... Mais il est moins cut que dans les autres. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est le récit qui m'appelait par rapport à ça. L'animation, il y avait une séquence dessin animé qui était prévue dans les flashbacks à un moment donné, mais c'était beaucoup trop long. Donc je suis resté avec ce support. En fait, c'est un support HD, des intentions, il y a un traficage d'images basique qui n'est pas très compliqué pour montrer que dans ce shootage à la morphine, il y a un flashback qui nous permet de raconter quelle est la relation avec son père. C'est le truc le plus essentiel. J'en ai tourné beaucoup plus que ça, mais j'ai dû couper pour des raisons de rythme. Le problème de ce montage-là, c'est que la bataille crée un rythme énorme en termes d'attente, et après le temps de présenter les personnages à l'hôpital et tout, le rythme forcément descend. Donc c'est là où on a le plus travaillé. La scène des archives, par exemple, j'ai passé 3 jours à la filmer pour garder 30 secondes quand il change le nom. Mais j'avais tout filmé, il expliquait, etc. Des fois, on a des besoins sur le scénario qui, à l'image, ne sont pas forcément nécessaires, et c'est dur de les deviner, en tout cas pour un gars comme moi. Voilà. Mais non, encore une fois, la machinerie était partie prenante de ce que je vous ai raconté sur la mise en scène, mais le montage est très très long. Moi, je passe plus d'1 an, c'est l'endroit où je passe le plus de temps, c'est le montage. Voilà. Bon, merci à tous d'être venus. Merci à tous. Merci.